quelques commentaires. Alors tout d'abord sur la visite elle-même, j'ai commencé cette visite à Kinshasa où je me suis entretenu avec les autorités, le président de la République, la première ministre et quelques ministres, dont un ministre des Affaires, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui était en train de partir. C'était à l'aéroport. Nous avons aussi rencontré les partis politiques, également la communauté diplomatique, bien sûr, les collègues de la MONUSCO et aussi les leaders religieux. Après, nous sommes allés à Goma, où j'ai rencontré le gouverneur de la province. Et nous avons aussi, évidemment, rencontré ici j'ai rencontré les collègues de la MONUSCO et nous sommes en entretien avec la société civile ici à Goma. Ensuite nous sommes allés en Ituri et donc à Bunia, à nouveau entretien avec les autorités provinciales. Puis ce matin, visite dans un site à Chumia, où nous avons, outre les rencontres avec les communautés, la société civile, évidemment, les éléments de la MONUSCO qui sont présents sur place, nous avons visité un projet de diminution de la violence communautaire. On va peut-être en parler tout à l'heure. On va voir en gros les quelques éléments du programme de la visite. Maintenant, nous avons aussi rencontré la SAMI DRC, oui, c'est très important, merci de me le rappeler, et le mécanisme ad hoc de vérification, donc dans le cadre de la vérification du cessez-le-feu conclu le 30 juillet dans le cadre du processus de Luanda. Ce qui m'amène d'ailleurs, ça fournit une transition pour parler du contexte de cette visite, puisqu'il y a plusieurs éléments de contexte, comme à chaque fois, qui sont spécifiques. Le premier élément de contexte, c'est précisément le processus de Luanda, qui est un processus que nous soutenons totalement et pour lequel d'ailleurs nous rendons aussi hommage aux efforts de la facilitation angolaise. Nous soutenons ce processus à la fois diplomatiquement, par nos déclarations, par nos expressions de soutien, mais aussi de manière très concrète, avec le soutien, l'expertise quand elle est sollicitée de la MONUSCO, mais aussi le soutien que nous avons engagé au mécanisme de suivi et de vérification du cessez-le-feu qui, comme vous le savez, sera renforcé dans les semaines à venir. Alors, ce processus, comme je l'ai indiqué, a produit un résultat avec le cessez-le-feu conclu le 30 juillet. J'ai entendu de la part de la plupart de mes interlocuteurs qu'il a conduit à une baisse du niveau de la violence dans la zone affectée par les conflits avec le M23. Il y a certainement davantage à faire. La violence n'a pas complètement disparu, mais enfin c'est un premier progrès. Et ce qui est important dans ce contexte, c'est de continuer à tout faire, et c'est ce que nous faisons et ce que nous voulons faire pour que à la fois le cessez-le-feu évidemment soit le plus respecté possible, mais aussi que le processus de Luanda puisse continuer et progresser dans la direction souhaitée, dans la direction de la paix. Donc ça, c'est le premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est que, vous le savez sans doute, nous avons reçu du Conseil de sécurité, d'ailleurs à notre demande, mandat de soutenir davantage la force de la SADC, la SAMI DRC, avec les moyens de la MONUSCO, notamment dans les domaines qui correspondaient aux souhaits exprimés par la SADC, c'est-à-dire le soutien logistique, y compris en matière de transport, le soutien médical, et aussi le partage d'informations et de renseignements. Donc j'ai rencontré le commandant de la force SAMI DRC et nous avons
nous sommes convenus de faire avancer le plus vite possible la concrétisation de ce soutien tel qu'il a été mandaté par le Conseil de sécurité. Évidemment, un certain nombre de détails à mettre en place, à préciser, mais en tout cas c'est la direction suivie et nous sommes résolus à soutenir la SAMEDIARCI, sachant que c'est une force de la SADC et de même les efforts dans le cadre du processus de Luanda, ce sont des efforts de la SADC. Angola, comme vous le savez évidemment, est membre de la SADC. Il y a une complémentarité entre ces deux volets du soutien qu'apporte cette organisation régionale aux efforts de paix en République démocratique du Congo, à l'est du Congo. Par ailleurs, le troisième volet ou le troisième élément de contexte important, c'est le fait qu'à la fin de l'année, le mandat la question d'extension du mandat de la MONUSCO va être examinée au Conseil de sécurité. Dans cette perspective, et comme d'habitude, nous devons préparer avec la MONUSCO le rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité. Vous savez que nous avons conclu avec le gouvernement l'année dernière un plan de désengagement de la MONUSCO qui prévoyait une première étape, celle du Sud Kivu, et puis qui prévoyait que la suite du processus ferait l'objet de consultations régulières et d'état des lieux avec le gouvernement congolais. Comme vous le savez, le retrait du Sud Kivu a été réalisé. Il nous appartient de tirer les leçons de la manière dont s'est fait ce retrait. Je veux dire que la MONUSCO a fait beaucoup d'efforts pour le conduire dans les temps prescrits, ce qui n'était pas facile. De leur côté, les autorités congolaises ont fait aussi des efforts pour faire en sorte que ce retrait se passe dans les meilleures conditions possibles. Il y a des leçons à tirer, je l'ai indiqué. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui pourrait faire l'objet d'amélioration? Tout ça, nous allons le regarder ensemble avec les autorités congolaises. Pour ce qui concerne la suite du processus, eh bien, la MONUSCO va engager très rapidement un exercice conformément au plan de désengagement avec les autorités congolaises. Bien sûr, nous avons parlé de cette question avec les autorités. Je crois que ce que l'on peut dire, c'est que nous avons entendu de la part des autorités des attentes vis-à-vis de la MONUSCO, du rôle qu'elle est encore appelée à jouer dans la période à venir. Ça ne veut pas dire que l'esprit du désengagement doit ne plus nous inspirer, ne plus nous guider, parce que nous pensons tous, et d'ailleurs évidemment les autorités en sont d'accord, que l'objectif doit rester le désengagement, puisque l'objectif doit rester de créer les conditions, dans toute la mesure du possible, pour que le désengagement de la MONUSCO soit possible. Mais il est certain que nous sommes actuellement dans une phase d'évaluation et de consultation avec les autorités congolaises. Et lorsque nous avons discuté de ce sujet avec les autorités congolaises, d'abord, je le dis, nous avons d'abord entendu des attentes quant au rôle sur le terrain qui est encore demandé et attendu de la part des autorités congolaises. Nous avons aussi, je pense, commencé à esquisser, je dirais, un accord assez général sur le fait que des modalités et des étapes futures du désengagement pourraient prendre une forme différente de ce qui a été fait au Sud Kivu, et notamment peut-être l'approche d'une province, puis une autre province, puis une troisième province ne sera pas forcément suivie pour la période à venir. En tout cas, j'ai déjà indiqué à la presse que cette date, qui d'ailleurs a toujours été plutôt une rumeur que quelque chose de réel, et encore moins quelque chose d'acté, cette date un peu fantasmée, selon laquelle au 31 décembre 2024, la MONUSCO aurait quitté le Congo, j'ai tenu à dissiper totalement cette rumeur, d'autant plus qu'encore une fois, ça n'a jamais été acté ni par les autorités, ni par nous-mêmes, ni par le Conseil de sécurité. Bon, d'ailleurs, nous sommes mi-septembre. Encore une fois, nous sommes aujourd'hui dans une phase de consultation qui a commencé il y a peu, parce que le gouvernement a été nommé, est entré en fonction en juin.
Et il avait évidemment, dans les semaines qui ont suivi son entrée en fonction, des priorités immédiates. Donc ces consultations ont commencé il y a peu, mais nous allons les intensifier. Et donc nous verrons évidemment plus en détail ce qui est attendu de nous de la part des autorités congolaises. Et en fonction de cela, nous verrons comment il nous appartient peut-être d'esquisser les prochaines étapes. Et aussi de vérifier, de penser à la meilleure allocation de nos ressources en fonction des besoins actuels, mais aussi des évolutions qui peuvent se produire s'agissant tant de la situation sécuritaire, de la situation humanitaire, mais aussi bien sûr de l'évolution du processus diplomatique. Voilà peut-être en quelques mots ce que je voulais vous dire. Peut-être deux choses. Enfin, bien entendu, la situation humanitaire reste très préoccupante et il suffit de faire quelques kilomètres pour sortir de Goma pour voir ce que nous avons fait de près, ce qu'il en est. Et bien sûr, nous avons une responsabilité de protection des civils dans toute la mesure de nos moyens que nous voulons continuer à exercer. Vous le savez, les attentes sont souvent disproportionnées par rapport à ce que nous pouvons faire, mais enfin, il y a, je l'ai souvent dit, des centaines de milliers de civils qui sont protégés par, ou en tout cas avec le soutien de la MONUSCO, avec le soutien des agences humanitaires des Nations Unies. Il y a un problème de financement du soutien humanitaire qui est malheureusement pas propre à la RDC, mais qui est également aigu en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Je voulais dire que à la suite de ce voyage, évidemment, moi et tous nos collègues, nous allons redoubler de plaidoyer pour faire en sorte que l'aide humanitaire et les fonds alloués à cette aide humanitaire soient renforcés. Enfin, et dernière chose, je le disais, les situations non seulement évoluent selon les provinces, selon les territoires, mais elles sont très différentes aussi. Et on peut s'en rendre compte lorsque, comme je l'ai fait, on visite l'Ituri, où il y a aussi des défis, mais des défis d'une nature différente. Et je crois que c'est cela qui doit vraiment nous inciter à réfléchir très très en détail avec les autorités congolaises sur la meilleure manière d'approcher l'évolution et bien sûr, à terme, le désengagement, la poursuite du désengagement de la MONUSCO. Voilà, merci de votre attention et j'attends vos questions. Vous connaissez tous, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais d'abord, ce qui est important, c'est qu'il y a des efforts diplomatiques qui sont crédibles et qui continuent d'avancer. On a vu lors de la dernière réunion des ministres rwandais et congolais à Luanda qu'il y avait encore du travail à faire. Mais j'ai entendu des autorités congolaises et aussi des autorités de la facilitation angolaise, une détermination à continuer le processus. Je n'ai pas eu de contact avec les autorités rwandaises à ce stade, mais enfin, je crois qu'il y a une dynamique pour continuer le processus. Alors, c'est important parce que, à la fin des fins, des situations de ce genre, elles ont besoin de la dimension diplomatique. Elles ont besoin de la dimension diplomatique. Il n'y a pas de situation militaire à cette situation. Il est important d'avoir une présence de sécurité renforcée, et c'est le cas de la SAMI-DRC. Ça aussi, c'est un élément nouveau. Et on la voit patrouiller déjà et contribuer à la protection des personnes, notamment dans les zones de Goma-Saké que j'ai visitées, Goma mais aussi Saké. Donc il y a une mobilisation qui s'est intensifiée des partenaires internationaux. Et ça, c'est important. Ça doit nous inciter justement à poursuivre nos efforts et à renforcer la collaboration, la coopération, la synergie entre tous ces partenaires qui vont tous dans la même direction. Les efforts de la SADC, les Nations Unies, le travail que nous faisons avec les autorités congolaises. Alors oui, évidemment, quand on voit le nombre de déplacés et leurs besoins humanitaires, je vais parler de la nécessité de renforcer l'union humanitaire, évidemment qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. Mais ce que je veux vous dire, c'est que on sent quand même que la RDC n'est pas seule. Il y a des difficultés, il y a aussi du travail à faire, et tout le monde le reconnaît, y compris les autorités, du côté
des Congolais eux-mêmes. À la fois un dialogue congolais qui doit compléter le dialogue au niveau des capitales, notamment pour faire enfin avancer le PDDRCS, le désarmement et la réintégration des combattants, leur réinsertion. Il y a du travail à faire de ce côté-là, bien sûr, mais la RDC n'est pas seule. Et je dois aussi ajouter que il y a quelque chose qui me frappe, c'est que pour la plupart des situations de conflit, le Conseil de sécurité, les membres du Conseil de sécurité sont divisés. Vous le savez, il y a des divisions entre les membres permanents, les États-Unis, la Chine, la Russie, les Occidentaux, sans parler d'autres types de divisions. Il se trouve que le Conseil de sécurité est uni s'agissant de la République démocratique du Congo. Alors, bien sûr, si vous parlez à une personne déplacée, ça peut paraître lointain, mais c'est aussi important. Il y a des motifs d'espérer. Je ne veux absolument pas minimiser les défis. Il y a des troupes kenyanes dans la force de la MONUSCO. En l'occurrence, elles sont dans la FIB, Force Intervention Brigade. Il y a en tout une compagnie de Kenyans, je me rappelle une QRF, Quick Reaction Force, donc environ 150, à peu près 150 à 170 Kenyans. Ils sont là depuis très longtemps. Ils ont fait une rotation, comme régulièrement, les soldats ne restent pas 3 ans ou 4 ans toujours les mêmes sur le terrain, il y a une rotation. Donc voilà ce qu'il en est en ce qui concerne le Kenya. Et je veux dire que nos troupes kenyanes, comme les autres, ce sont des casques bleus. Ils travaillent sous l'autorité des Nations Unies, sous commandement des Nations Unies. Et je voudrais ajouter quelque chose peut-être, c'est que dans le cadre de tous ces efforts de paix dans la région, je pense qu'il est aussi important de travailler dans toute la mesure pour renforcer ou restaurer la confiance entre les partenaires régionaux. Je sais que c'est difficile, évidemment, d'ailleurs, c'est encore plus difficile pour ce qui concerne les voisins immédiats, bien sûr, mais à la fin des fins, la paix durable, elle passera aussi par la restauration de la confiance. Je pense qu'il est important de ne pas exacerber, en tout cas, une situation où effectivement il y a une détérioration de la confiance entre partenaires régionaux. Oui, je vais faire après, oui. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Le secrétariat des Nations Unies, les sanctions, elles sont décidées par, en tout cas pour ce qui concerne les Nations Unies, par les États membres. Hein. Donc, je ne peux pas me prononcer là-dessus, il faut poser la question aux États membres. Maintenant, le Conseil de sécurité, si vous regardez les résolutions, s'est exprimé à la fois nettement pour condamner les groupes armés, le M23, le soutien extérieur, a appelé à la fin du soutien extérieur. Il a quand même été, je crois, assez explicite sur le sujet. En ce qui concerne le volcan, alors nous en avons parlé, je vais peut-être laisser la parole aux collègues parce que je sais qu'il y a des efforts qui sont faits justement pour éviter que cette situation se prolonge de non-surveillance. Donc je vais passer aux autres questions et puis ensuite je demanderai peut-être s'il y a des collègues qui peuvent répondre. J'espère que je ne mets pas personne en difficulté, mais je sais qu'il y a des efforts pour que ça ne se prolonge pas. L'Ituri n'est pas oublié et puisque la question porte sur les attaques, eh bien, une des choses que nous avons faites là-bas, c'est de remettre un certificat de reconnaissance pour courage, service exceptionnel à un des commandants de la MONUSCO, de la force là-bas. Parce que récemment, un de nos contingents a précisément repoussé, avec le travail, avec la coopération d'ailleurs des FARDC, repoussé un groupe qui avait engagé une attaque dans le territoire de Djougou, en l'occurrence. Et les résultats ont été probants, puisque cette attaque de ce groupe a été repoussée. Alors, la situation reste caractérisée par des tensions, des attaques, effectivement, alors, certes, qui se produisent quand même de manière trop fréquente.
Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons d'abord une très très bonne coopération là-bas avec les autorités provinciales, un travail conjoint avec les FARDC qui se passe très bien. Nous avons aussi, quand justement nous étions à Tiomia, nous avons rencontré la société civile et la communauté et les acteurs de paix qui nous ont tous demandé de rester. Et en l'occurrence, ils pensaient à la fois à la MONUSCO d'une manière générale en Ituri, mais ils pensaient aussi à la présence qui avait été déployée dans ce territoire. Et donc, il y a, je pense, en tout cas une bonne convergence des objectifs et une bonne compréhension mutuelle entre non seulement les autorités provinciales nous-mêmes, mais aussi les communautés qui, je crois, voient ce que nous faisons. Je rappelle qu'en Ituri, il y a de nombreux camps de personnes déplacées qui sont protégés parfois exclusivement par les Nations Unies, la MONUSCO, les collègues humanitaires. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de les cantonner éternellement dans les camps de déplacés, il s'agit de faire en sorte qu'ils puissent rentrer. Et nous pensons qu'il y a, dans certains cas, des possibilités de faire avancer ce processus. Dès maintenant. Non, en ce qui concerne la question portant sur la Samidi-Arsi, la Samidi-Arsi a fini. D'ailleurs, elle n'a pas tout à fait fini, mais enfin, elle a bien avancé son déploiement, mais c'est encore assez récent, le niveau de déploiement qu'elle a atteint. Nous avons aussi assez récemment eu ce mandat de renforcer notre soutien. Les relations sont bonnes, même très bonnes. L'engagement mutuel que nous avons réaffirmé avec le commandant de la force va se concrétiser par un travail très 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 détaillé, parce que nous savons très bien ce que attend de nous la Samidi-Arsi. Elle nous a fait passer une liste de besoins très complète. Alors je ne dis pas qu'on pourra tout faire, mais je le dis solennellement, on fera le maximum, parce que nous pensons que cette synergie est importante. Et donc, il n'y a pas de difficulté particulière dans ce domaine. Je pense que nous devons précisément aboutir à la meilleure synergie possible, la meilleure valeur ajoutée possible de ces présences qui sont complémentaires. MONUSCO, Samidi-Arsi, sans oublier aussi naturellement les FARDC. Volcano. Le volcan. L'absence des conflits armés depuis plusieurs années, et je pense que la question était aussi les actions combattantes. Je viens de mentionner une action très concrète qui a eu des résultats très concrets en Ituri. Je pourrais en mentionner d'autres. Je pense qu'il faut aussi que les journalistes que vous êtes aient dans toute la mesure du possible l'occasion d'aller voir avec nous sur le terrain. Alors évidemment, je sais que c'est pas toujours très facile, mais enfin il faut aller voir sur le terrain à la fois les zones où les populations sont protégées, parler avec elles, s'entretenir aussi avec nos collègues militaires, nos collègues civils, et je pense que vous pourrez voir concrètement ce que je vous explique, c'est-à-dire qu'il y a le travail de protection, le soutien à l'action. Encore une fois, est-ce que c'est toujours comment dirais-je, à la hauteur des attentes? Non, c'est vrai, c'est pas toujours à la hauteur des attentes, parce que il y a d'abord une question de ressources, mais il y a aussi un contexte, en l'occurrence pour ce qui concerne le Petit Nord, que vous connaissez bien, avec un groupe armé important, soutenu par un pays voisin, et donc une situation qui s'est dégradée. Mais si vous posez la question des actions concrètes, je crois que, encore une fois, il est important de dire qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes dont la protection dépend des Nations Unies. Il y a des actions qui sont conduites, y compris en utilisant la force pour contrer les groupes armés. Il y a aussi dans des zones très très difficiles le maintien d'une présence des Nations Unies. Il y a aujourd'hui, y compris de la force, il y a le soutien dont j'ai parlé aux partenaires.
il y a le partenariat avec les FARDC, et tout cela fait que les autorités avec lesquelles, encore une fois, je me suis entretenu à Kinshasa, mais aussi les autorités provinciales, quand on parle de l'évolution de la MONUSCO, elles disent d'abord ce qu'elles attendent de la MONUSCO. Le désengagement, c'est un objectif, et elles sont d'accord avec cet objectif, mais ce que nous entendons d'abord, c'est comment pouvons-nous continuer à travailler ensemble dans la période à venir. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Et nous verrons dans le détail, encore une fois, je ne peux pas donner plus de précisions sur les évolutions du processus de désengagement, puisque ça dépendra des discussions que nous aurons avec les autorités. Et ensuite, le Conseil de sécurité a évidemment son mot à dire, puisque c'est en définitive celui qui décide du périmètre et des paramètres généraux du mandat de la MONUSCO. Donc, c'est peut-être déjà une réponse à la question sur le processus. La MONUSCO n'est pas en plein processus de retrait, parce que la manière dont vous formulez la question suggérerait que la seule chose qui nous préoccupe, c'est le retrait. La seule chose qui préoccupe les collègues, c'est de continuer à faire du mieux possible leur travail dans les différents domaines. Il y a un plan de désengagement, je le répète, il y a eu une première étape, le Sud Kivu, et le plan ne prévoyait que cette première étape. Le reste, comme je vous l'ai dit, il le laissait aux consultations à venir avec les autorités en fonction de la situation, en fonction des besoins, de l'évolution, des processus diplomatiques, des situations sécuritaires et autres. Donc, c'est ça qui est aujourd'hui au centre de nos préoccupations. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que la question sur l'évaluation de la MONUSCO, eh bien, c'est la même que la question sur les actions concrètes. Bien sûr, nous aspirons tous à une paix durable. La MONUSCO ne peut pas en elle-même l'amener. La MONUSCO est un outil qui a une valeur ajoutée, même si il faut toujours faire mieux, mais il faut le concours des Congolais, évidemment. On a parlé des groupes armés, on a parlé de la nécessité, dans le contexte précisément des efforts pour désarmer les groupes armés, de la nécessité des dialogues intercongolais, de processus de réconciliation qui sont si fondamentaux. Il y a aussi les partenaires. J'ai mentionné la SADC, les efforts Sami Diarcy, médiation, facilitation angolaise. Il y a les autres partenaires aussi, un certain nombre, je l'ai dit, les États sont unis. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité est uni pour vouloir soutenir la route, le processus vers le retour de la paix en République démocratique du Congo. Ces partenaires ne sont pas inactifs et je trouve même qu'il faut dire que dans un contexte où il y a des crises qui occupent le devant de la scène, comme l'Ukraine, comme Gaza, je peux vous dire qu'il continue d'y avoir un engagement d'État au plus haut niveau, au niveau des chefs d'État, et pas un engagement épisodique, un engagement régulier sur la situation de la République démocratique du Congo, et de la part d'États très influents, parmi les plus influents. Donc, ceci pour vous dire que c'est un travail collectif. Et ce travail collectif, il existe, ça ne minimise pas du tout, je ne minimise pas les défis, les problèmes qui restent à régler, mais je veux quand même le répéter, la République démocratique du Congo n'est pas seule. Ça va être la dernière. Qui est utilisé avec des moyens de plus en plus importants, et ça va continuer, ça va même s'étendre encore davantage, pas seulement RDC, mais partout. Et c'est une arme qui non seulement affecte la vérité, le récit de ce qui se passe véritablement, mais c'est une arme qui tue créer une fausse nouvelle en accusant tel ou tel, ça crée des réactions en retour, et vous avez des phénomènes où ça se termine par des morts civiles, ça se termine aussi parfois par des victimes du côté des collègues des Nations Unies.
Alors, que faire? Bon, je pense d'abord que c'est un travail collectif. Alors, je crois que c'est une bonne chose que vous posiez la question en tant que journaliste, parce que la responsabilité des journalistes est considérable il vous appartient vraiment, je sais que c'est pas toujours très facile, mais de dissocier précisément, de distinguer ce qui est des informations et ce qui est la vérité, le fait réel. Et on a eu un exemple tout à l'heure avec l'histoire des Kenyans. C'est typiquement une affaire de désinformation. Je note qu'il y a des variations pour ce qui concerne le sentiment anti-MONUSCO qui est pas mal alimenté ou renforcé par des fake news et des informations. Je note qu'il y a des variations selon les régions, selon les zones où on se trouve. Je le dis parce que je pense qu'en Ituri, ça a une prévalence bien moindre. Mais revenons à ce qui doit être fait. Je pense que collectivement, il nous appartient d'abord d'être proactifs, à tous, d'être proactifs pour dire quels sont les faits, les vérifier bien sûr, pour nous évidemment dire ce que nous faisons, et montrer par les exemples très concrets, y compris d'ailleurs en vous associant, encore une fois je pense que c'est déjà fait, mais en vous amenant sur le terrain pour que vous voyez exactement le travail qui est réalisé. Je crois aussi qu'il faut développer une connaissance technique des nouveaux moyens de propagation, mais aussi de réponse, propagation de la désinformation, réponse à la désinformation. Nous avons au niveau du maintien de la paix une stratégie digitale qui comprend un programme de lutte contre la désinformation et il y a un élément de formation, un élément lié aux techniques, à la proactivité de la communication. Mais je pense qu'il faut aussi un état d'esprit différent, parce que comme je l'ai dit, c'est une arme, la désinformation, il faut considérer qu'on y répond comme on pourrait répondre à tout autre armement, et la meilleure manière de se défendre, c'est d'être proactif dans ce genre de situation. Donc merci de poser la question, parce que je crois qu'il est très important, surtout dans le contexte que connaît l'Est de la RDC, de renforcer les efforts pour lutter contre la désinformation, qui affecte tout le monde. Elle nous affecte bien sûr, mais en réalité elle affecte tout le monde, surtout elle affecte les efforts de paix. C'est ça qui est important.